Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. « 750 000 personnes sont victimes d'un accident chaque année. Certains d'entre eux sont graves. Je voyais très bien que mes jambes, elles bougeaient pas. Les séquelles peuvent être au niveau physique, mental, sensoriel, comme c'est souvent le cas avec les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crâniens. Je ne savais plus marcher, plus parler. J'ai dû vraiment tout dû réapprendre. L'accident peut entraîner un véritable cataclysme dans la vie personnelle, familiale et professionnelle. Fabio Rodriguez est à la clinique de réadaptation romande depuis 3 mois. Il a eu un grave accident de moto l'été dernier. Sa moelle épinière a été touchée. Pendant plusieurs semaines, il a dû réapprendre à se lever, à se mettre en position assise, à trouver son équilibre sans basculer devant ou derrière, puis il s'est assis sur cette chaise qu'il est en train d'apprivoiser. Au début, quand j'essayais juste de faire un petit seuil, je levais les petits trous trop tôt, et puis elle tombait trop tôt, et puis du coup elle coinçait, et puis c'est dangereux. Il faut beaucoup d'entraînement. Ne pas t'arrêter. Voilà. Alors avant de commencer, donc, tu te mets bien penché en avant sur tes genoux. Ouais. Hop. Tu ne veux pas passer, hein. Tu as presque passé tes 2 petits trous avant. Voilà. Moi, je suis juste là au cas où. Je te laisse gérer. Comment elle était votre vie avant l'accident? Très active. Je ne m'arrêtais jamais. Je finissais le boulot, j'allais soit aux entraînements de foot, soit avec ma copine, avec des amis. Ouais, je m'arrêtais absolument jamais. Et puis d'un coup, je suis arrêté. Non, je ne suis pas arrêté, mais il faut beaucoup de patience. Quand j'ai tapé dans la barrière, selon ce que les médecins ils disent, parce que moi je sais pas, j'ai pas vu, ils disent que y a 2 vertèbres qui sont un peu cisailles, on va dire, elles se sont déplacées comme ça. Puis ça a un peu fissuré la moelle épinière, plus ou moins au niveau du nombril. Et puis ça affecte les jambes, et puis aussi des muscles du dos, tous les muscles en fait. Les muscles des abdos aussi, au début ça allait pas bien. Et puis aussi les intestins, la vessie. Ce qui s'est passé tout de suite après l'accident, Fabio ne s'en souvient plus. Pendant 3 semaines, il est aux soins intensifs entre la vie et la mort. C'est petit à petit qu'il commence à réaliser qu'il ne pourra plus jamais marcher. Puis j'ai demandé de voir le médecin chef du service, on va dire. Puis je lui ai demandé si un jour je pourrais remarcher. Puis il m'a dit non. Il y a je me suis dit que je pourrais plus rien faire, que c'était fini, enfin pas que c'était fini, mais que je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là. Puis que pourquoi moi? Pourquoi ça arrivait à moi? Surtout que j'allais pas vite, c'était pas à cause de la vitesse, j'étais attentif à ce que je faisais et tout. Là, je suis obligé de refaire ma vie, quoi. Depuis le début. Après un accident, les gens souvent se retrouvent dans un bain d'incertitude. Ils ne savent pas trop comment ça va évoluer au niveau physique, comment ils vont se retrouver dans 6 mois, 1 année, au niveau physique. Et ensuite, comment ça va aller dans leur avenir professionnel, comment ça va aller dans leur avenir personnel. Beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup d'anxiété aussi en lien avec toute cette incertitude.
Le docteur Jean Savoie est le chef du service psychosomatique de la clinique romande de réadaptation. Avec une équipe multidisciplinaire, il rencontre les patients qui traversent souvent des traumatismes et des changements importants dans leur vie. Après, il y a toute une conséquence moins visible ou invisible sur le fonctionnement de la personne qui perd son fonctionnement dans la vie quotidienne, qui perd son fonctionnement bien sûr au travail, qui perd ses loisirs, qui perd la possibilité de jouer avec ses enfants, qui perd encore d'autres activités sportives, toutes ces pertes dans son fonctionnement. Tu peux passer les jambes une après l'autre en long sitting. Depuis son arrivée à la clinique, Fabio est suivi par une physiothérapeute qui l'aide avec les positions dans le lit. Les positions assises, l'équilibre avec les mains, les transferts du lit à la chaise, de la chaise au lit. Puis Fabio travaille les déplacements et les muscles des bras pour arriver à une certaine autonomie. On travaille les abdominaux aussi. On lui fait remonter le haut du corps. On travaille un peu différemment, comme ça permet de travailler le tronc. Et puis au niveau cardiovasculaire, c'est un petit peu plus intense comme travail. Ça chauffe les muscles. Après, on gagne en masse et puis après, il y a tout qui est plus facile. Ça, on essaie de faire 3 fois par semaine. Après, il a d'autres entraînements en salle de fitness où il fait travailler aussi les bras, mais là, il est en position assise. Ça, c'est aussi pour mobiliser un peu les jambes, les hanches, permettre un peu le travail vasculaire aussi. Je me débrouille bien. Le matin, je fais tout seul déjà, absolument tout. Le soir aussi, j'embête plus les infirmiers, on va dire. Donc ça, c'est déjà bien. Puis niveau moral, ça va bien aussi. J'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses encore différemment, mais je peux les faire. Puis que je peux tout faire dans la vie normale, quoi. Ça prend juste un peu plus de temps. Mais je peux quand même tout faire. Mais ça nécessite beaucoup de patience. Vous avez accepté ? Ouais, c'est bon. Maintenant c'est bon, j'ai accepté. Anne Vouille a aussi eu un accident qui a entièrement bouleversé sa vie à 28 ans. La jeune femme a mis plusieurs années avant de retrouver un équilibre et elle ne peut toujours pas travailler aujourd'hui. Alors j'ai eu, maintenant ça doit faire à peu près 12 ans ou peut-être même 13, un grave accident de parapente où j'ai fait plus de 150 mètres de chute. Et puis avec ça, je suis tombée dans un pierrier, j'ai roulé encore une trentaine de mètres dans le pierrier. Et j'ai fait par après 6 mois à la Souva. Et voilà, puis après c'est tout reprendre la vie en main. Anne est restée dans le coma pendant 1 mois. Elle a eu un grave traumatisme crânio-cérébral. Plusieurs organes ont été touchés. La rate, un rein, le dos. Elle a des problèmes d'oreille interne, une paralysie du côté gauche de son corps et des problèmes de vision. Déjà après l'accident, je me suis retrouvée comme un petit enfant. C'est comme si mes parents retrouvaient une petite fille qui nous voulait un bébé. Et je devais tout réapprendre à faire, donc je ne savais plus marcher, plus parler. J'ai dû vraiment tout dû réapprendre. Et c'est comme si mes parents avaient de nouveau un petit enfant. Et, alors les séquelles qui sont encore maintenant, c'est principalement la fatigue. Je suis vraiment toujours bien fatiguée. Chaque chose de la vie de tous les jours, les faits et gestes me demandent beaucoup d'énergie, de concentration. Donc je fatigue vraiment très vite. Après 12 ans de thérapie, Anne Vouille progresse encore. Sa mémoire s'améliore petit à petit. Son état de fatigue l'empêche de travailler, mais elle arrive à faire de l'artisanat sur bois à valet-de-cœur. Elle aimerait bien faire cette activité de manière indépendante. J'ai aucune idée si dans 6 mois, 1 année, 10 ans, je pourrais retravailler. Mais je vis vraiment au jour le jour et surtout ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut surtout pas précipiter les choses. Anne était éducatrice spécialisée auprès de personnes handicapées. C'est elle qui s'occupait des autres. Aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide pour les gestes de la vie courante, comme pour prendre un billet de train.
Avec son traumatisme, sa fatigue et ses douleurs, son handicap est invisible aux yeux des autres, donc souvent difficile à comprendre. Tout départ, j'avais vraiment beaucoup de peine à accepter ça. J'avais vraiment besoin de beaucoup plus d'aide. Et puis moi, j'avais de la peine à demander de l'aide. Et des fois, ça m'énervait. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas une jambe coupée ou un bras dans le plâtre, ou que ça se voit qu'on vienne m'aider. Parce que c'est vrai, dans la vie de tous les jours, quand on se promène en ville, qu'on est, je sais pas, à la gare, qu'on va prendre le train, si on est en chaise roulante ou qu'on a un bras dans un plâtre, on demande de l'aide, je dis pas tous les gens, mais la plupart des gens sont prêts à aider parce que, ah bah oui, ça se voit, vous êtes handicapé, je donne un coup de main. Mais quand on voit rien, les gens se disent, ouais, mais attends, pourquoi elle me demande ça, elle ? Et en fait, ils prennent un peu pour une fofolle ou comme ça. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout évident à gérer et à accepter. Certaines personnes qui ont eu un traumatisme crânio-cérébral ou un AVC pourront reprendre le travail, mais à un rythme différent, avec des difficultés à effectuer 2 choses à la fois ou simplement à se concentrer sur une longue période. Lorsque les séquelles sont trop importantes, le patient doit envisager un changement de travail. Ici, dans ces ateliers de réadaptation, situés juste à côté de l'établissement de soins, les patients sont confrontés au milieu professionnel. Le but est d'évaluer leurs capacités et souvent de leur redonner confiance en soi après l'accident. Alors des fois, le retour dans l'ancien métier n'est pas possible, et effectivement, il faut définir avec eux un projet de reconversion professionnelle qui est une démarche personnelle, compliquée, lourde, qui nécessite le deuil de l'ancien métier, imaginer une nouvelle profession, alors que des fois ils travaillent depuis plus de 20 ans dans le métier du bâtiment et ils n'imaginent pas qu'ils puissent faire autre chose, c'est leur raison d'être, c'est le métier qui les valorise, donc pour eux c'est une perte de valeur de soi qu'il faut gérer. Et c'est vrai qu'ici, on arrive à leur présenter de nouvelles façons de travailler, de nouveaux métiers. Des fois, on les met dans des stages de quelques jours à l'extérieur, en milieu professionnel réel, pour qu'ils valident les pistes professionnelles nouvelles dans lesquelles ils vont pouvoir s'engager et se former pour la suite. Donc sur cette activité, on mesure les capacités d'attention et d'utilisation du membre supérieur comme sur une chaîne industrielle, et il faut mettre ces petites pièces et vous entendez qu'il y a du bruit à chaque fois que la pièce est construite. Le bruit vient perturber les capacités d'attention des patients qui ont eu des traumatismes crâniens, et donc on arrive avec ce type d'évaluation à les entraîner à une activité de type industriel. Fabio Rodrigues travaillait depuis 2 ans dans un garage comme mécatronicien. Mais désormais en fauteuil roulant, exercer ce métier lui semble difficile. Michel Fédou le suit pour l'aider à se réorienter. Et le spécialiste sait que plus la démarche de réinsertion au travail se fera tôt et dans de bonnes conditions, plus Fabio aura de chances de réussite. Bonjour Fabio. Dans la réadaptation, si vous voulez, il y a le bilan lésionnel qui est l'handicap et la perte de capacité du patient. Et puis autour de ça, il y a la personnalité du patient, ce qu'il veut faire, quelles sont ses motivations de vie à partir de ce moment-là. Et ensuite, quel est son environnement. Quel type d'obstacles ils vont devoir affronter? Rentrer, revenir dans son ancien lieu de travail, s'il y a 2 marches pour rentrer, c'est juste impossible pour eux. Avoir à utiliser des transports en commun qui ne sont pas toujours des plus accessibles. Mais c'est tous ces facteurs environnementaux qui vont limiter leur mobilité et les gêner dans la récupération d'une vie normale. Moi j'avais vu médiamaticien, oui. Et puis dessinateur, constructeur industriel. Ça me plairait bien. Enfin, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'après en faisant un stage ou quelque chose, en fait ça m'ira pas du tout. Mais je pense qu'il faut essayer.
Fabio est aussi accompagné par une ergothérapeute qui travaille avec lui sur l'adaptation au milieu de vie et qui peut proposer des aides matérielles. À 21 ans, il aimerait bien retrouver une autonomie complète, y compris dans les déplacements en voiture. Pas me tordre une cheville. Non, effectivement, fais attention à la position de tes pieds. Comme ça va. Il me semble. Qu'est-ce que t'en Comme penses? ça va. Bien mettre la planche. T'es parti un peu vite. Il faut que je fasse attention. Déjà au placement de mes jambes au début. Faut pas que mon pied il soit dessous. Sinon je peux me faire mal à une cheville. Puis si je me fais mal à la cheville ou quelque chose, je sens pas. Et puis il faut que je fasse vraiment hyper gaffe à ça. Une fois dans la voiture, Fabio devra mettre sa chaise à l'intérieur. Pour l'aider, plusieurs adaptations seront nécessaires et Juliane Brechet est là pour l'aider à faire ses démarches administratives. Lorsque Fabio sortira de la clinique, il ira vivre chez ses parents. L'ergothérapeute et le conseiller en technique de réhabilitation visitent aujourd'hui le futur lieu d'habitation de Fabio pour évaluer les adaptations nécessaires. Certaines portes sont trop étroites et l'accès aux chambres passe par un escalier. Ça, est-ce que pour toi, Fabio, c'est quelque chose qui est imaginable de le laisser tel quel et de le faire comme ça? Le seuil? Ouais. Ouais. Je pense qu'à la longue, je le verrai même plus. Combien? 82? Bien, là, c'est spacieux, là, tu circules facilement. Ouais, là, ça va bien. Bon, après les armoires... Ouais, alors ça, après, il faudra aussi aménager en fonction et puis mettre ce que lui utilise le plus, en bas. à sa hauteur, disons. Ouais. Ok. Donc cette porte, elle est, Embêtante. on va dire mal foutue. 80 par 132. Par contre, elle est bien, hein, la douche. Il faut enlever la cabine. Il faut enlever la cabine, ouais. Mais on est bien clair que si on part sur une adaptation de douche sur l'étage, eh ben, on devra modifier la porte. L'AI va financer la solution simple et adéquate. Alors c'est beaucoup plus simple de financer une porte coulissante avec une douche existante que de faire des transformations plus importantes ailleurs. Vous comprenez? Ouais. Bon, là ce que vous avez fait de super dans votre maison, c'est que vous avez fait un escalier légèrement plus grand que la norme. Hein. Il est bien, il fait 113 cm de large. L'accident a nécessairement des répercussions sur la famille. Teresa et Americo, les parents de Fabio, ont été très choqués par l'accident de leur fils. Ils ont vécu de grandes épreuves au niveau émotionnel. Aujourd'hui, ils vont de l'avant, mais ils étaient loin de s'imaginer devoir effectuer des travaux de ce type dans leur maison, 5 ans seulement après l'avoir construite. Ils sont un peu découragés, mais ils n'ont pas le choix et le bien-être de leur fils passe avant tout. Là, il y a deux choses principales en tout cas. C'est c'est l'accès surtout aux raies inférieures, aux chambres. Donc là, comme il y a des escaliers, il va falloir envisager un lift d'escalier. Et puis l'aménagement de la salle de bain. Donc ça, après, ce sera de sa décision à lui de voir laquelle il préfère adapter, celle du haut ou celle du bas. Où il va falloir donc élargir les portes parce que pour l'instant, il ne peut pas passer avec la chaise roulante. Il faudra prévoir des barres d'appui aussi. Pour lui, il faudra peut-être prévoir un rehausseur de WC parce qu'ils sont assez bas pour faire les transferts. Et puis d'aménager la douche. Donc là, par exemple, celle-ci, ce serait d'enlever la cabine de douche et puis de poser un siège de douche fixé au mur. Tout en sachant que si à l'usage une adaptation complémentaire est nécessaire, on peut toujours faire une demande ultérieure. Là, on voit vraiment la problématique de base. Puis après, il y a des besoins qui peuvent apparaître. Pas de problème. C'est dur à choisir parce que c'est vraiment beaucoup de choses en même temps. Et puis, il y a beaucoup, il y a trop de choses à faire. Quand vous êtes revenu ici, ça vous a fait bizarre de voir toutes les choses toutes les pièces auxquelles vous accédiez plus en fait? Ouais, je m'étais déjà fait à l'idée avant de revenir. Qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant? Surtout que je me sens petit, on va dire, ici. Vu que je suis tout le temps assis, j'arrive à peine à accéder aux armoires là. Alors qu'avant, si mes parents avaient besoin de quelque chose en hauteur, ils me demandaient à moi. Maintenant, ça va être l'inverse.
Puis le plus gros problème, en fait, c'est l'accès à votre chambre qui se trouve en bas. dessous. Oui. Ça, c'est le plus gros problème. Enfin, je dirais que le plus gros problème, c'est ma chaise. Mais ça, je peux rien échanger pour l'instant. Alors, il faut faire avec. Toutes ces démarches sont compliquées et Juliane Bréchet est là pour aider la famille. Des assistants sociaux peuvent également soutenir les personnes qui ont eu un accident. La Fondation Emera est spécialisée dans ce type d'aide auprès de personnes qui souffrent de handicap mental, physique, psychique ou sensoriel en Valais. Les personnes handicapées sont souvent en interaction beaucoup avec l'AI. L'AI, c'est quelque chose de vraiment très compliqué. Et bien souvent, les personnes handicapées ont besoin d'une aide de spécialistes que nous sommes pour pouvoir faire un peu contrepoids par rapport à l'AI qui, des fois, est assez sèche dans sa façon de préaviser par rapport aux problématiques. La Fondation Emera offre un conseil et un accompagnement psychosocial pour que la personne retrouve un certain équilibre dans sa vie et elle aide aussi pour le placement en institution. On se positionne vraiment comme à côté du client, hein. Donc c'est le client qui va créer son propre projet de vie. Et puis on est là ensuite pour valoriser au maximum son potentiel, le responsabiliser, l'amener à s'autodéterminer, donc décider le plus possible sur toutes les questions qui sont importantes pour lui dans tous les domaines de la vie, qu'il ait un maximum d'autonomie. Et puis ensuite, pour réaliser ce projet, on a un rôle quand même important un peu de chef d'orchestre surtout. C'est clair qu'on dispense quelques prestations nous-mêmes, mais surtout on active tout le réseau de ressources qu'on peut trouver autour du client, dans son entourage, tout le réseau professionnel, les médecins, les institutions spécialisées, les CMS, les curateurs. Anne Vuille est suivie par un assistant social de cette fondation qui l'aide au niveau administratif. Avec la fatigue et les troubles de mémoire et de concentration, elle ne s'y retrouve pas toujours avec les démarches à faire. C'est lui qui m'a toujours beaucoup aidé, notamment au niveau de tout ce qui est papier, paperasse et tout ça que je gère pas encore beaucoup, mais bon, c'est très compliqué aussi avec les assurances et tout ça. Et là, je fais appel à ma assistance sociale maintenant en cas de besoin. Si je reçois un papier que je ne sais pas ce que c'est, pas où classer, pas quoi en faire, je l'appelle. Et oui, il m'aide bien pour ça, oui. Comme elle, environ 700 personnes sont cérébro-lésées de manière sévère chaque année en Suisse. On dénombre également plus de 10 000 accidents vasculaires cérébraux, l'AVC étant la cause la plus fréquente de handicap à l'âge adulte. L'accident peut aussi affecter l'estime de soi. Parfois même le caractère de la personne devient plus irritable, plus nerveux, avec le risque de souffrir d'un stress post-traumatique. C'est pour ce type de conséquences que les spécialistes en santé psychosomatique aident les patients. Ce matin, au colloque hebdomadaire, l'équipe de psychologues et de psychiatres de la clinique romande de réadaptation met en commun les histoires et surtout les besoins des patients suivis. Oui, alors moi je vais vous redire 2 mots de ce patient que j'avais suivi pendant son séjour à la fin de l'année passée. Initialement, moi je l'avais vu parce qu'il était devenu très irritable en famille et ça posait vraiment des gros problèmes avec sa femme et ses enfants. Donc, mais il avait eu un c'est comme ça. Oui. Donc ça, c'était les changements de comportement avaient vraiment été compliqués à gérer en famille et c'est pour ça que j'étais intervenue. Les psychologues accompagnent aussi les patients paraplégiques lors de sorties thérapeutiques en groupe pour faire face aux obstacles du terrain et au regard des autres. Ce qu'on a beaucoup relevé aussi, c'était le côté qu'ils se sont retrouvés à de nombreux obstacles auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Les pentes, le gravier, le fait de se faufiler dans la foule, les toilettes, aller aux toilettes. Autre chose qu'on pourrait voir comme obstacle, c'est accepter de l'aide, refuser de l'aide, demander de l'aide. Pour certains, c'était très décourageant, très angoissant pour le futur, dans le sens que « waouh, moi, j'y arriverai jamais ». Comme tout le monde, il y a des jours où ça va pas. Hein. Ça, c'est normal. Mais sinon, je dirais que je le vis assez bien. Enfin, ce serait mieux si j'avais pas eu tout ça, mais j'arrive quand même à garder le sourire, à rigoler, comme tout le monde. En fait, quand on est ici, il y a tout le monde qui est un peu en chaise comme ça, du coup, tout le monde est au même niveau. C'est quand on sort que c'est différent. On voit les gens qui te regardent un peu
de loin comme ça. C'est pas facile. Ouais, la première fois que je suis sorti, le soir, j'avais pris... ça m'avait quand même fait bien réfléchir parce qu'il y avait beaucoup de gens qui te regardent un peu, je dirais pas qui te dévisagent, mais qui te regardent de loin et puis qui ont presque de la peine pour toi. Puis moi j'ai envie de leur dire, mais j'arrive à tout faire comme vous. Fabio est au début d'un long processus et d'une nouvelle vie qu'il va devoir s'approprier. Son caractère positif, calme et motivé l'aidera certainement à faire face. Autour de lui, une équipe de spécialistes œuvre à tous les niveaux pour que le patient ait assez de ressources autour de lui, un plan thérapeutique adapté, une réflexion sur son orientation et sa réinsertion professionnelle et qu'il puisse aller de l'avant malgré tout.